Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mme Mélanie Levac, préposée aux bénéficiaires. Je décrirais Mélanie comme une battante, une militante dont le désir est de mettre en lumière les problèmes inhérents à la privatisation qui perdure depuis trop longtemps au sein du réseau de la santé. Bonjour Mélanie, bienvenue à notre émission. Bonjour Chantal, merci de m'avoir avec vous ce matin. Ça me fait plaisir, Mélanie. Mélanie, j'aimerais dans un premier temps que tu me parles de ton métier. Tu es une préposée au privé, je crois, n'est-ce pas? Au Québec, le système est divisé en deux. On a le système privé et on a le système public. Donc, le privé au Québec était à l'époque les RPA, qui se trouvent avec les résidences pour personnes âgées. Et par la suite, quand la personne était, parce que ça, c'est des centres pour les gens qui sont autonomes, semi-autonomes. Très bien. Et quand que la personne commence à devenir un peu trop lourde, à ce moment-là, on va les diriger vers des centres qui sont publics. Donc, les CHSLD, les centres hospitaliers, dépendamment du niveau de service qu'ils ont besoin. D'heures soins, on parle d'heures soins, c'est ça? Oui, on parle des soins parce qu'à ce moment-là, pour travailler dans le domaine public, on doit recevoir une formation, un DEP, pour pouvoir aller travailler dans les ressources publiques. Parce qu'à ce moment-là, ce qui est très comprenable, là, on fait affaire avec des gens qui requièrent beaucoup plus de soins, donc plus d'observations qui doit être transmise aux infirmières. Il y a beaucoup plus de travail d'équipe aussi. Très bien. Donc, Mélanie, j'aimerais savoir, tu sembles être très à l'affût de tout ce qui se passe au sein du réseau. J'aimerais savoir depuis combien de temps tu exerces ton métier? Moi, je suis retournée au Québec en 2010. Et j'ai été engagée en arrivant au Québec comme surveillante de nuit dans une RPA. Okay. Malgré le fait que je n'avais pas de formation, parce que dans une RPA, là, comme on dit, on n'a pas besoin de formation. C'est des gens qui sont autonomes, semi-autonomes. Ben, c'est pas qu'on n'a pas besoin de formation, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme. Ce n'est qu'une formation là, de quelques heures qui est fournie par l'employeur. On doit aussi avoir un cours dans les 3 premiers mois là, à partir du moment que vous êtes employé. Oui. Vous avez une période de 3 mois pour aller passer le cours de PDSB, qui est le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Bon. Dans notre domaine, on avait beaucoup de problèmes avec les entorses lombaires et cervicales. La solution a été de mettre mandatoire le cours pour ne pas se faire mal dans le dos. Je comprends. Et si on doit, et ce n'est pas mandatoire, mais seulement si on doit distribuer de la médication, à ce moment-là, l'employeur doit nous fournir la formation de loi 90, qui se trouve être une formation de quelques heures là, sur une période un week-end, une fin de semaine, dont on nous explique les diabètes, les bas de contention, la distribution des médications, les différents signes, parce que la clientèle en résidence privée est devenue de plus en plus lourde. Mélanie, j'aimerais que tu m'expliques dans un premier temps que s'est-il passé, Mélanie, pour que tu acceptes notre invitation? Moi, ça fait depuis 2010 que je me rends compte. Moi, je m'excuse. Moi, je suis un peu comme Obélix. Hein? Moi, j'ai tombé dans la potion. Moi, ma mère était préposée aux bénéficiaires.
Elle était membre du syndicat il y a plus de 30 ans. Elle travaille d'ailleurs toujours en centre hospitalier. Mon Dieu, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non, sauf que moi, j'ai tellement vu souvent ma mère rentrer du travail en pleurant que je m'étais jurée et que jamais je ferais le métier de ma mère. Imagine. Et voici où ce que j'en suis rendue. Donc, j'avais déjà une très grande connaissance de certaines lois de pratique que j'avais le droit et pas le droit de pratiquer. Donc, c'est ce qui m'a motivée à aller passer le cours de préposé aux bénéficiaires. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait 5 différentes préposées aux bénéficiaires, 5 diplômes différents qui œuvrent dans le système de la santé au Québec. Donc, c'est sûr que j'ai misé dans les plus hauts et pour pouvoir travailler à travers tout le beau système. Et j'ai eu la chance de le faire. Et c'est pour ça que je me trouve dans une position privilégiée parce que suite à je m'excuse, suite à des plaintes que j'ai dû faire à travers toutes les années parce qu'on fait des plaintes à l'intérieur du système. Je m'excuse ici. C'est pas grave. On fait des plaintes à l'intérieur du système parce que, je veux dire, on ne devient pas comme ça aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que j'ai décidé de venir vous raconter mon histoire. Ça fait longtemps que je la raconte, mon histoire à l'intérieur du système. Ça fait longtemps que je l'explique aux gestionnaires. Puis moi, je suis genre de... Mon travail n'est pas seulement d'exposer les problèmes, mais d'en trouver une solution. Donc, je me présente non seulement avec le problème, mais j'ai des solutions à apporter. Et j'ai perdu mes emplois. Je me suis fait décourager. C'est correct. Je continue à me battre. Sauf que quand j'ai pris connaissance de l'histoire de M. Gilbert Vachon et que maintenant, depuis les 2 dernières années, j'entends les proches aidants, les familles, et que je vois la direction dans laquelle on s'en va. Moi, déjà que je militais pour le manque de formation à mon lieu de travail, lorsque M. Legault m'a envoyé toute l'aide et les formations accélérées, vous n'avez aucune idée de l'ampleur du problème que ça a causé. Parce que déjà qu'on militait pour le manque de formation, maintenant, c'est vraiment une débandade totale. Est-ce que c'est à ce moment-là, Mélanie, que tu as mis en lumière une fiche descriptive dans laquelle vous établissiez clairement la comparaison d'heures faites en formation entre les PAB publics, les PAB privés et tout ça? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, là, il faut que je regarde ça de près, je vais mettre en lumière ce qui se passe, il y a une inéquité qui se passe. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, Mélanie, que tu as établi ta fiche et que tu as mis en lumière l'inéquité qui existait? Oui, c'est en juin de cette année, je travaillais dans une résidence intermédiaire. Donc, on parle on parle d'une ARI, c'est ça? Oui, d'une ARI. Donc, c'est un service qui est dispensé par les CLSC pour les gens qui ont des services à domicile et qui, malheureusement, ne peuvent pas recevoir toute l'aide nécessaire à domicile. On a des ressources intermédiaires, donc ça devient un peu comme des CHSLD. Ouais. Mais c'est pour des gens qui ont besoin de ces ressources-là à domicile. J'ai été engagée à cet endroit-là juste avant la pandémie. Et quand on a déclaré l'état d'urgence en février, oui. Moi, j'étais déjà dans les bureaux au mois de mai et je demandais comment ça se fait qu'on n'avait aucune mesure nécessaire. Je me suis rendu compte aussi à la fermeture des Tim Hortons, des McDonald's. Moi, je travaillais avec une unité qui avait des déficiences cognitives, donc des gens qui avaient l'Alzheimer. Et quand je suis arrivée dans le bureau,
pour mon chiffre de nuit. C'était la meilleure amie de ma fille qui avait 17 ans, qui avait été engagée suite à la perte de son emploi au Tim Hortons comme préposée aux bénéficiaires dans une... Prends ton temps, Mélanie, c'est très bien. Laisse-toi aller. Dis ce que tu as à dire, Mélanie, sans aucune retenue. Je veux dire, je m'excuse, Non, j'essaie tu de n'as vous pas à raconter t'excuser. ça. C'est parce que, vous savez, une jeune fille de 17 ans qui est en train de laver grand-papa, elle n'est même pas majeure. Oui. Elle n'a aucune formation en maladie cognitive. On est en pleine période d'urgence. Aucune infection, contamination. Et là, l'état des patients se détériorait physiquement. On parle de la première vague, là. On parle de la première vague, là, au mois de mars. Physiquement, mentalement. C'était les notes au dossier inexistantes. J'ai parlé avec les infirmières, j'ai fait des notes au rapport et on m'a dit, écoutez, mademoiselle, si vous êtes satisfaite de votre travail, nous, on est satisfaits du vôtre. Mais Mélanie, j'aimerais comprendre, la fiche comparative que tu as établie pour la formation L'Iniquité, est-ce qu'elle est tombée lettre morte? Qu'est-ce qui est arrivé avec cette fiche-là? Parce que ça démontrait clairement qu'il y avait un manque de formation entre les divers paliers. C'est là que je me suis rendu compte que la privatisation du système, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le RI dans lequel moi je travaillais a eu cette chance-là d'engager ces jeunes filles-là, toute l'aide. C'est que la privatisation, les CHSLD privés, les RI privés, les RPA privés, mais même les RPA. Pour le bien-être, pour le bien de nos auditeurs, qu'est-ce qu'un RPA? Une résidence pour personnes âgées. Très bien. Loue des étages au public. Donc, un hôpital qui déborde pourrait louer dans un établissement public un étage pour déplacer de la clientèle du centre hospitalier vers cette RPA-là, cette résidence pour personnes âgées-là. Donc, le centre hospitalier envoie une infirmière, mais il n'envoie pas les préposés aux bénéficiaires parce qu'au public, les préposés aux bénéficiaires, elles font 19 $ de l'heure avant la pandémie, bien entendu. Mais lorsqu'ils donnent le contrat à la résidence privée, la résidence privée, elle, met à son emploi leurs préposés aux bénéficiaires. Qui se trouvent, qui ont bénéficié d'un nombre moindre d'un nombre d'heures moindre en formation. Ah, ben, oui. 70 heures, là. Versus combien? Entre 750 et 975 heures, dépendamment là, des formations. Alors, on parle d'un grand écart et ces personnes-là qui travaillent au privé se retrouvent avec une clientèle qui vient du public. Ils doivent en prendre soin avec le peu d'heures de formation qu'elles ont reçues. Oui. Donc, vous savez, quand j'entends des bénéficiaires en résidence intermédiaire ou dans les CHSLD qui disent « Ah, Colin, vous savez, je vous comprends, les filles collent tout le temps malades. » Mais les filles collent malades parce qu'ils font 13,47 $ pour faire la job d'une fille qui devrait être payée 19 $ de l'heure et qui a la formation pour le faire. Parce que là, on a le choix d'aller travailler sur quel étage qu'on veut, mais on est payé quand même pour des petits salaires. Et là, non seulement on travaille pour des petits salaires, on est plus ou moins syndiqué. On n'a aucune assurance dentaire. On n'a aucune... je veux dire, si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Parce qu'ils engagent partout. Hein? Ils engagent partout pour des différences de 25 cents. Un peu plus d'avantages ici, un peu plus d'avantages là. Donc, il y a des roulements de staff épouvantables. Je suis sûre que les familles et les résidents peuvent en témoigner là, du roulement de staff.
parce que même nous, là, je veux dire, il y a plus, ça n'existe pas au privé, dans notre système de santé, de dire moi j'ai de l'ancienneté, j'ai un bon fonds de pension. Non, moi je travaille à 13,47 $ avec une clientèle qui est beaucoup trop lourde, pas assurée, avec un boss qui tient ça comme une épée Damoclès au-dessus de ma tête. Mélanie, je dois t'arrêter quelques instants. C'est le temps de faire une courte pause. Alors, chers auditeurs, nous faisons une courte pause et on vous revient avec l'histoire de Mélanie Levac. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci. Alors, bonjour chers auditeurs, bien, nous sommes de retour de la pause. Mélanie, nous parlions de la fiche descriptive que tu as faite, de l'analyse que tu as faite pour les formations qui étaient offertes sur les différents paliers. Mélanie, c'est clair qu'il y a un manque d'équité dans la formation offerte dans les divers paliers. Parle-moi des conséquences dont tu as été témoin dans l'exercice de tes fonctions. Le manque de formation, c'est lié directement, je crois qu'on le voit avec l'histoire de M. Vachon, oui. À des décès. Et nous, les préposés, écoutez, on est la première ligue de défense, la première ligne de défense. Effectivement. Donc, la formation est d'autant plus importante. Je vous parlais plutôt des 5 différentes préposées qu'on peut trouver dans le domaine. On a les préposés au privé, on a les préposés qui sont au public. Et aussi, on a les assistances à la personne en établissement de la santé et les diplômes d'assistance de personnes à domicile. Et on a aussi les diplômes d'auxiliaire A3S. On s'entend que c'est beaucoup de formation pour le même domaine. Oui, c'est beaucoup, mais ça permet à une personne de travailler soit seulement dans... ça limite un peu. C'est parce que les lois sont très différentes. Vous savez, si vous avez des services à domicile, les lois encadrant vos droits et vos libertés et mes droits et mes libertés ne sont pas les mêmes que si vous vous retrouvez en établissement de la santé, donc à l'hôpital ou dans une résidence privée ou publique. Donc, dépendamment où vous voulez travailler dans le système, vous avez la formation qui vous donne aussi là, les formations sur les différentes lois, les différents droits, ces choses-là. Les personnes qui doivent travailler la formation, des gens qui doivent travailler à domicile. Donc, ces personnes-là reçoivent une plus grande connaissance de tous les droits et les lois qui les régissent, parce qu'elles sont appelées à aller les visiter partout dans le système. Mais Mélanie, j'aimerais que tu me dises, je m'excuse, je ne veux pas te couper la parole, j'aimerais que tu, toutes ces formations-là qui sont offertes pour à peu près la même profession, on s'entend, là, c'est sûr que si moi, je reçois X nombre d'heures et que toi, tu en reçois d'autres, ça te permet de travailler bon au public, moi, ça me permet de travailler au privé et tout ça. Mais il y a des conséquences qui découlent de tout ça, comme l'histoire de M. Gilbert Vachon, qui a été, moi, j'appelle ça un cauchemar, là. Alors, tu as dû vivre d'autres histoires comme ça, tu as dû en voir. Est-ce que tu peux m'en parler un peu ou pour toi, c'est trop d'émotion que de livrer de telles histoires aujourd'hui? Est-ce que tu peux me parler un peu des conséquences qui ont découlé de ces formations-là, de l'inéquité
en nombre d'heures dans les formations données aux préposés? Bien, c'est sûr que je peux vous en raconter beaucoup, hein. Il doit certainement y avoir une histoire qui retient plus ton attention qu'une autre. Oh oui, c'est vraiment là où en 2014, Oui. suite au décès d'un patient, que ça l'a vraiment déclenché en moi, là. Il voulait vraiment que les choses changent, que la formation soit obligatoire, que d'abolir tous ces cours-là et de donner seulement qu'une formation, 975 heures, pour régler le problème. Et vous savez, tant qu'à payer des jeunes femmes, parce que moi, vous savez, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui intentionnellement a fait du mal. Je n'ai jamais vu. Sauf que ces préposés-là qui se donnent cœur et âme, qui ont très peu de formation, ne le savent pas et font du mal sans le savoir, par manque de communication. Par manque et c'est loin d'être d'observation. intentionnel, on s'entend, là. C'est loin d'être intentionnel. C'est parce que c'est, comme tu le dis, c'est un manque de formation, donc un manque de connaissances. Oui, énorme dans les lois qui régissent aussi. Parce que vous savez, j'aimerais faire une analogie, là. Oui. Vous savez, maintenant, le public peut louer dans les réseaux privés. Oui. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que beaucoup de ces jeunes filles, des préposés, entravent leur cadre légal. Donc, c'est un peu comme un pompiste. Moi, je disais à mes collègues de travail, c'est un peu comme si vous êtes engagé comme pompiste et que votre employeur vous dit « Hey, tiens, voici les clés, recule le camion dans le garage » et que vous frappez quelqu'un. Qui est responsable? Est-ce que c'est vous qui avez reculé le camion sans avoir la licence pour pouvoir conduire un véhicule tel que le camion? Ou c'est votre employeur qui vous a demandé d'exécuter la tâche? Le parallèle est bon. L'image est forte. Mais que la police arrive, et j'avertissais les filles, la journée que les familles vont décider de venir se mettre le nez dans les dossiers, vous allez vous en mordre les doigts parce que vous ne connaissez pas, vous avez un manque de formation, vous ne connaissez pas vos cadres légaux et qu'est-ce qui vous régit. Et c'est là que vous allez avoir toute une surprise à cause du manque de formation. Mélanie, j'aimerais, c'est intéressant, hyper intéressant ce que tu racontes, mais j'aimerais que tu me parles du fameux ratio. C'est le ratio qui est pour le moins inexistant entre le personnel infirmier et les PAB. Ce que j'en comprends, Mélanie, c'est que le ratio recommandé, il n'est pas toujours respecté. C'est quoi le ratio cible? Bien, en fait, je vais vous dire, là, ouais. Je ne suis pas certaine. Dans le domaine public, je sais qu'il y a certains ratios qui doivent être respectés. Je n'ai pas les chiffres pour ça. Mais je sais que dans le domaine privé, non subventionné, c'est souvent un gestionnaire qui engage une infirmière auxiliaire qui va être présente de jour ou de soir. Des fois, il y en a deux. Mais c'est à peu près tout ce qu'il offre. Et souvent, cette infirmière, ces quelques infirmières-là, auxiliaires, se retrouvent avec des équipes de plus de 60 préposés et dans des centres qui sont quand même assez lourds, comme je vous dis, parce que c'est du domaine privé quand même. On se retrouve avec une clientèle très lourde. Donc, il n'y a aucun ratio. Et non seulement ça, c'est que l'infirmière auxiliaire se retrouve aussi dans la position dont elle doit s'occuper des horaires, des commandes à la pharmacie.
beaucoup de bureaucratie. Et non seulement ça aussi, c'est qu'elle doit souvent être appelée à régler des conflits de travail. Exactement. Des conflits, la famille, c'est elle qui est un peu... Donc, elles sont très, très, très débordées avec tout leur travail. Et même, pour ma part, dans les 10 années avec lesquelles j'ai dû travailler en équipe avec les infirmières auxiliaires, pour la plupart des cas, même elles n'étaient pas au courant de mon cadre légal. Et c'était un petit peu iffy. Hein, parce que la loi, il y a beaucoup de zones grises dans la loi 90, il y a beaucoup de zones grises dans... J'ai parlé, je me suis adressée avec différentes infirmières et écoutez, à un moment donné, c'est tellement le free-for-all, il y en a tellement partout, on manque de préposés, on manque d'infirmières, que voulez-vous? Bon point, Mélanie. Je voudrais savoir, tu dis manque de préposés, manque d'infirmières, mais c'est sûr que le manque de personnel qui sévit au sein du réseau de la santé, que ce soit au public, que ce soit, bon, c'est sûr qu'il arrive que certaines choses. Et je sais que vous avez émis quelques rapports. Est-ce que ces rapports-là ont porté leurs fruits? Est-ce qu'ils ont été considérés par le personnel infirmier? Et quelle était exactement la teneur de vos propos dans ces rapports? Parce que je sais que vous avez émis quelques rapports, parce que, bon, découlant de tout ça, c'est sûr qu'il arrive des choses, et c'est sûr qu'on se doit, si on a une conscience sociale, d'émettre des recommandations et des rapports. Qu'on soit un préposé ou un infirmier ou une infirmière, on se doit d'avoir une certaine conscience, d'où l'émission de rapports, et je sais que vous en avez fait parce que vous m'en aviez parlé. Quelle était la teneur de vos propos, Mélanie? En fait, moi... Le roulement d'employés est tellement grand, le manquement de notes au dossier. Donc, j'avais pour habitude pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle infirmière, de lui faire un cahier des habitudes avec aucune information personnelle. Là, si vous me permettez, j'aimerais survoler avec vous madame, son numéro de chambre, dort très bien la nuit, toutes les lumières fermées. Elle aimait ça, toutes les lumières fermées, pas de veilleuse. Autonome la nuit, va à la toilette seule. Madame est sourde, donc peut paraître anxieuse lorsque quelque chose la réveille la nuit. Toujours de bonne humeur et reconnaissante, se réveille généralement vers 7h30. Et j'avais fait une feuille pour chacun des résidents et des méthodes ou des solutions que moi, j'avais prises avec le résident pour son confort, pour qu'elle puisse connaître les résidents le plus vite que possible. Se faire une tête de tout ça, oui. Exactement. Et les résidents étaient au courant. Les résidents, souvent, je leur demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que l'infirmière sache au propos de vous? Et ce document-là, elle, lorsque une cloche sonnait, pouvait prendre le document et partir avec. Et écoutez, les infirmières ont adoré ce petit carnet-là. Sauf que il est arrivé que ce carnet-là se ramasse sur le bureau du gestionnaire. Et le gestionnaire n'a pas aimé mon attitude. Et pourquoi? Parce que tes écrits, dans le fond, c'était le plan d'action adapté pour chacun des bénéficiaires. Alors, pourquoi le gestionnaire n'était comme pas content de tout ça? Au contraire, c'était pour assurer le bien-être des clients. Alors, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Ben, j'ai pas compris moi non plus. On m'a en fait texté que ce n'était pas à moi de rendre mes rapports et mes plans de travail à l'infirmière qui se trouvait, soit disant en passant, là, être ma nouvelle coordinatrice des soins. Mélanie, c'est le temps de faire une autre pause. Alors, nous faisons une courte pause et nous revenons avec la conclusion avec Mme Mélanie Levac. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics.
Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci. Alors, Mélanie, nous sommes revenus de la pause. Mélanie, j'aimerais que tu me dises, parce qu'on doit malheureusement aller à la conclusion de l'émission, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens à la fin de chaque quart de travail. Comment te sens-tu? Ouf. Prends ton temps. Inquiète. Inquiète, déçue. Épuisée émotionnellement. Pas physiquement, émotionnellement. Explique-moi. Je pourrais vous expliquer. Vous savez, ça prendrait toute la journée. Tu sais que tu peux me tutoyer, Mélanie, hein? Tu peux me tutoyer. Ouais. Mais je pense que je vais me servir. Le dernier matin, là, quand j'embarque dans mon auto et j'ai entendu pour la première fois la chanson des Cowboys fringants, l'Amérique en pleurs. Oui. C'est comme ça que je me sens à la fin de mon chiffre. Il n'y a plus trop d'amour dans la soupe du jour, hein? Le monde est pressé. Je veux dire, les garderies poussent comme des champignons. Les gens sont pressés. Puis, je me sens un peu comme les résidents. Je me sens abandonnée. C'est comme ça, je me sens à la fin de mon chiffre. Abandonnée, explique-moi, Mélanie, abandonnée par qui? Par les gestionnaires, par les grands penseurs de ce monde qui font bien ce qu'ils veulent bien faire avec le réseau, qui essaient peut-être de faire du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent certes pas, hein, on s'entend, là, le problème persiste, alors la solution n'est pas là. Par qui tu te sens abandonnée, Mélanie? Explique-moi. Vous savez, comme je vous ai dit, moi, mes plaintes ont débuté en 2014. Ouais. Donc, c'est vraiment... j'ai vraiment fait toutes les étapes de la plainte, les gestionnaires. J'ai écrit au ministre, j'ai écrit aux députés, j'ai écrit à l'Ordre des infirmières auxiliaires, à l'Ordre des infirmières. J'ai vraiment fait toutes ces démarches-là. À travers toutes ces démarches-là, j'ai raconté mon histoire, puis on me disait « ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens ». Et pourtant, il n'y a rien qui a changé. Vous savez comment je me sens là? Je me sens, je ne sais pas, ceux qui nous écoutent, si vous vous souvenez, quand Brendan Gallagher a perdu la Coupe Stanley cette année. C'est de même que moi, je me sens. C'est pas une game pour moi. C'est bien plus qu'une game. C'est pas juste un jeu. C'est une histoire de vie. Hein? C'est ça, c'est... Puis pourtant, je me sens comme Maurice Richard. Je suis une super de bonne préposée, puis il continue à me donner des coups de bâton d'hockey sur la tête. Tu sais, puis j'aimerais ça être la leader de mon équipe, puis dire aux préposés qui sont là, puis qui nous écoutent. Les gens dans mon domaine, les autres préposés, si vous prenez le temps de revenir et de reviser vos cadres légaux, parce que nos syndicats ne se battent pas pour nos cadres légaux et surtout pas pour la sécurité, le confort et l'hygiène des gens pour lesquels on est payé pour prendre soin. OK? On doit revenir à nos cadres légaux et les faire respecter. Si vous ne connaissez pas vos cadres légaux, je vous invite à faire de la recherche, à demander à ceux qui sont présentement en formation
de vous donner les endroits où vous pouvez aller chercher cette information-là et renseignez-vous. Mélanie, tu parles du cadre légal, mais aussi j'ai retenu tantôt, et c'est important, de centraliser la formation, de pas la faire sur de ne pas faire de formation adaptée aux différents paliers, mais d'en faire une, oui, qui va pouvoir répondre aux besoins de tous ces paliers-là. C'est ça que j'ai entendu tantôt aussi. Ton idée à toi, c'est de rassembler ces formations-là, cette idéologie qui se transgresse auprès des diverses formations, d'en faire une, mais une bonne, adaptée aux divers paliers. C'est ce que j'ai bien compris? Oui, exactement. C'est absolument d'abolir toutes ces formations-là afin d'en donner seulement qu'une et puis d'arrêter sérieusement de privatiser le réseau de la santé. J'aimerais que tu me dises, Mélanie, dans ta plus grande véracité, est-ce que tu as encore le feu sacré malgré tout? Là. Oui, au moment où je te parle, est-ce que dans ton cœur, tu ressens est-ce que tu sens que tu as encore ce feu sacré-là, Mélanie? Tu sais, Chantal, depuis le début de la pandémie, oui. Moi aussi, j'ai pensé les redonner mes ailes à M. Legault. Oui. Mais là, ça va prendre quelqu'un pour me les arracher, Chantal. Si ça peut répondre à votre question, il va falloir qu'il me les arrache. Parce que là, je vois trop de douleur, je vois trop de peine. Et les solutions qui ont été apportées à notre réseau vont seulement en faire. Je vois pas comment moins de formation chez plus de préposés va améliorer la solution dans laquelle on se retrouvait déjà avant cette pandémie-là. Mélanie, en terminant, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour moi, ce n'est pas un privilège, c'est un honneur que de t'avoir parlé aujourd'hui. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance et j'aimerais te remercier pour tout ce que tu fais. Et tes ailes, là, garde-les. Tu es un ange, Mélanie. Et je vais te lire quelque chose que j'ai vu sur ton mur Facebook, et qui m'a drôlement interpellée. Alors, Mélanie, sur ton mur, tu dis « Comme Pab, c'est ce qu'il y a de mieux dans mon travail. » Et tu mets un gros cœur rouge. C'est de prendre le temps de connecter avec la clientèle, de constamment étudier le comportement humain, de gagner la confiance et le respect de l'autre. Il n'y a pas de prix pour ça. Là, tu mets un gros bonhomme avec plein de cœur. Tu continues, Mélanie, en disant « Pour ce faire, on doit toujours être à l'écoute, d'être doté d'un grand sens de l'observation et d'une bonne dose de gros bon sens. » Mélanie, tu es un ange. Merci. Merci et j'espère sincèrement que le réseau va connaître au fil du temps que des préposés comme toi. J'espère sincèrement qu'il y a des gens, des êtres humains qui vont se rallier à ta cause. Et j'espère sincèrement aujourd'hui que tu as donné le désir à certaines personnes de devenir des préposés à ton image. Alors, Mélanie, en conclusion, je te remercie. Je te remercie pour cette belle entrevue que tu m'as accordée. Je te souhaite de tout cœur, ma belle, le meilleur avenir. Merci, ma belle Mélanie. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager avec vous là, mon histoire. Et puis, moi aussi, j'aimerais vous dire en vous quittant, là, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mieux dit que moi, mon héros, Dr. Patch Adams. Vous savez, on soigne la maladie, on gagne, on perd. Mais on soigne la personne, on gagne à tous les coups, madame. Et en gardant le sourire comme Patch Adams. Alors, Mélanie, merci.
Alors, eh bien voilà, chers auditeurs, ce qui termine notre émission. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.